Civis pacem parabellum. Quand l'empereur Végès écrivait ces mots, il y a plus de 1500 ans, clairement, il n'avait pas du tout Internet. Et pourtant, ces mots n'ont jamais été plus vrais. La cybersécurité est un impondérable. Pour avoir un service sans histoire, il faut se préparer à toutes les attaques, et surtout à des attaques régulières et variées, à tel point que ces préparatifs touchent aujourd'hui tous les collaborateurs d'une entreprise. Mais alors, que faut-il faire pour se prémunir de ces attaques? Les attaques d'hier sont-elles encore d'actualité? Et surtout, la seule protection pour demain ne serait-elle pas d'être juste offline? Pour répondre à ces questions d'information, je ne reçois pas Huggy les bons tuyaux, mais il s'y connaît en bon conseil. Bruno, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Bruno, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bien sûr. Donc je m'appelle Bruno Léal de Souza, je suis aujourd'hui RSSI, chef du département innovation au sein de Sales and Insurance, et j'ai une activité aussi de consultant en gouvernance et cybersécurité. Et du coup, je suis là aujourd'hui parce que j'ai fait partie du comité éditorial du Ready for IT, qui est un événement qui se passe au mois de mai à Monaco, où en fait on regroupe à peu près toutes les meilleures technos qui peuvent exister dans le monde et surtout en France sur les sujets d'IT et de cyber en fait. Et du coup, il y a plein d'exposants. Je vous invite d'ailleurs, je crois qu'il y a un lien qui va être partagé, si vous êtes responsable DSI, RSSI, à venir. C'est un super événement dans un super lieu, un super cadre. C'est vraiment top. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de présentations. Ce n'est pas que commercial. Il y a beaucoup de retours d'expérience et on y apprend vraiment beaucoup de choses. Et effectivement, cet épisode, cet enregistrement au global est le premier d'une longue série en partenariat avec effectivement Ready for IT. On va avoir plusieurs épisodes comme ça où on parlera donc d'IT et surtout de cybersécurité avec plusieurs intervenants et plusieurs personnes qui font partie du comité éditorial de Ready for IT. On devrait en avoir quasiment un par mois jusqu'au déroulé de ce salon qui a lieu, tu me rappelles, donc c'est en mai, c'est ça, à Monaco? Tant mieux. J'ai plus les dates exactes en tête parce que c'est en 2023, mais c'est vers mi-mai. C'est ça, je crois que c'est 23-24. Ah, ouais, c'est ça. On retrouvera les dates pour vous les mettre dans le chat. Puis il y a tous les liens qui seront publiés aussi au fur et à mesure. Et bien évidemment, si vous écoutez cet épisode en replay, il y aura tous les liens dans la description pour vous inscrire, que ce soit en tant que visiteur ou en tant qu'exposant pour ce super événement. Du coup, Bruno, aujourd'hui, l'idée, c'était de déjà voir un petit peu les conseils de base, les règles évidentes, mais pas si évidentes que ça, sur tout ce qui est cybersécurité. Et quand on préparait cet épisode, tu m'as partagé des chiffres qui étaient assez impressionnants. Est-ce que tu peux du coup déjà nous faire un état des lieux, on va dire, des attaques qui ont lieu actuellement, que ce soit en France ou en Europe? Oui, alors effectivement, en fait, on a une quantité d'attaques qui est de plus en plus grande. Il y a beaucoup plus d'attaques qu'il y a 10 ans et ça augmente chaque année. L'ANSSI en 2020 a rapporté une augmentation de 255% ransomware. Ransomware, c'est les crypto-lockers, c'est schématisé, ça chiffre vos données, ça les rend inaccessibles et ça vous demande une rançon. 255% d'augmentation en 2020, c'est énorme. Sachant qu'en France, 60% des incidents de sécurité sur 2020 ont été causés par ces fameux ransomware. C'est des attaques qui n'existaient pas vraiment, on va dire beaucoup moins en tout cas, il y a 10 ans, et qu'aujourd'hui, en fait, c'est un gagne-pain
pour les hackers, parce que du coup, ils demandent des rançons. Et donc, derrière, ils deviennent professionnels. Donc, forcément, il y a un nombre d'attaques inimaginable qui augmente chaque jour, quoi. D'autant que dans le ransomware, il y a aussi un côté hyper automatique. En fait, tu lances un truc et ça se propage tout seul. C'est vraiment la version, j'imagine, 2022 du virus. En fait, moi, quand j'ai commencé, il y avait déjà des virus qui se propageaient tout Oui, seuls avec les boîtes mail, ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, on atteint des échelles qui sont disproportionnées. tout à fait. Alors, il y a encore des attaques ciblées qui demandent des compétences un peu plus élevées, qui vont demander des actions manuelles. Mais aujourd'hui, c'est bien protégé. On va forcément tomber sur des attaques un peu automatisées qui se propagent très facilement. On a un lien, un fichier ouvert, le fichier est téléchargé et puis c'est fini, tout est en automatique. Il y a plein de cryptos qui existent et qui suffisent pour que ça chiffre toutes les données d'une entreprise. Il y en a un qui s'appelle, si je me trompe pas, c'était le Logbit 2.0 il y a quelques temps, qui par exemple chiffrait toutes les données et qui à la fin du chiffrement de toutes les données faisait envoyer des impressions sur toutes les imprimantes du réseau en disant vos données sont chiffrées. Tout était automatisé et c'est un peu l'état de peur qu'ils voulaient créer pour notamment demander à ce qu'on paye la rançon. Et ça aujourd'hui, effectivement, n'importe quelle société n'est pas à l'abri de tomber dedans. On n'est plus dans il y a 15-20 ans où là aujourd'hui, on est sur de l'effet de masse à la recherche d'argent. Donc forcément, n'importe qui peut tomber dedans. Ouais. Il y a aussi une question que je me posais, c'est que les ransomware, c'est au final une attaque qui est, alors pas forcément récente, parce que les premiers sont apparus il y a 5-6 ans maintenant, peut-être même plus. 10 ans à peu près. 10 ans à peu près, donc voilà, donc ça fait quand même Le, un petit le, moment. le premier que moi je me souviens qui a marqué un peu les esprits, c'était un ransomware grand public, on va dire, qui touchait aussi les particuliers, c'était le fameux virus de la gendarmerie. Si certains s'en souviennent, ça t'a affiché un gros mais merci de payer, vous avez vous avez fauté, vous avez une amende, et ça chiffrait les données. Et il y a eu plusieurs versions, mais c'était la première apparition un peu de ransomware un peu grand public de masse qu'on a vu apparaître. Et c'était il y a à peu près 10 ans. Et du coup, en fait, ce que je trouve, ma question c'était, vu que ces systèmes, ce type d'attaque, en fait, est au final assez récent, on dit 10 ans, mais du coup, donc, ça date du coup de 2010. Il y avait d'autres types d'attaques qui se faisaient beaucoup avant ça. Alors, je ne les ai pas forcément en tête, mais j'imagine qu'il y avait un autre type d'attaque avant. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te protéger de ce qui se faisait avant, qu'aujourd'hui, il faut se protéger uniquement des ransomware? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ces effets de mode chez Tu ces vois ce que tu hackers? dis? Est-ce que ça fait qu'on peut se passer de ce qui était un problème avant? Non. Alors la réponse est clairement non. En fait, aujourd'hui, c'est pas quelque chose par une autre, c'est juste qu'en fait le risque a augmenté. C'est-à-dire qu'avant on se protégeait pour le type d'attaque A et B, par exemple, et aujourd'hui on va se protéger pour A, B, C, D, E. C'est-à-dire que le risque a beaucoup plus augmenté. On a des effets de mode un peu sur le ransomware parce que c'est même pas vu que ça rapporte de l'argent à des gens malveillants, forcément derrière, en fait, ils prennent cet argent pour le réinvestir, pour devenir des professionnels, et du coup, c'est un modèle qui se déploie énormément. Mais c'est pas pour autant que les autres s'attaquent, parce que vous avez aujourd'hui des gangs, hein. Il y a vraiment des gangs aujourd'hui de hackers qui existent, qui sont parfois dans des pays éloignés. Je ne vais pas forcément les citer, mais voilà. Mais aujourd'hui, on a aussi des petits hackers qui, parfois, pour s'amuser, pour embêter une entreprise, pour aller récupérer un peu d'argent, etc., vont faire des attaques banales qui étaient faites il y a 10 ans, il y a 15 ans. Des injections SQL, par exemple, ça existe encore. Moi, aujourd'hui, c'était des attaques qui se faisaient. C'est les premières attaques que j'ai appris à faire. Aujourd'hui, ça devrait plus pouvoir être fait, mais ça existe encore. Et en fait, par exemple, tu as des ingénieurs qui s'amusent et qui, du coup, par exemple, profitent d'une faiblesse d'une application, d'un site web pour exécuter ces attaques banales. Donc non, ça ne remplace pas, ça augmente en fait la surface, le risque a beaucoup augmenté.
Ouais. D'autant que de ce que je comprends aussi comme l'augmentation de la surface d'attaque, c'est que l'injection SQL, elle va entre guillemets attaquer le travail des développeurs qui ont produit une application suffisamment sécurisée ou pas. Là, le ransomware, en fait, il peut être reçu par n'importe qui dans l'entreprise et du coup se propager et attaquer l'entreprise. Et donc, en fait, il y a une surface d'attaque qui passe d'une équipe de quelques personnes à 100% de la boîte, en fait. Bah, c'est là où en fait on a un petit peu un train de retard en France et en Union européenne plus globalement. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, pendant longtemps, en fait, la sécurité, c'était de gérer la sécurité périmétrique. C'était je protège mes firewalls, je protège globalement le phishing, et puis voilà. Et en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de sensibilisation notamment, parce qu'en fait, aujourd'hui, les acteurs de la cybersécurité, c'est tout le monde. C'est chaque collaborateur, chaque membre de la DSI, parce que en fait, effectivement, une attaque peut arriver par n'importe qui, n'importe quoi, et le danger est présent tout le temps. Ce n'est plus juste une attaque qui va cibler les firewalls, qui vont envoyer des requêtes, et que du coup, il faut que les administrateurs réseau et sécurité aient bien fermé les ports. Non, en fait, faut être vigilant, faut dormir sur presque un œil ouvert tout le temps, parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et puis, donc, effectivement, il y a les attaques de ton application, mais tu as les attaques de ton SI aussi, tout bête. Essayer de s'infiltrer dans le réseau d'une entreprise, dans le réseau Wi-Fi d'une entreprise, pour accéder aux machines, pour après avoir accès aux applicatifs. C'est aussi une fenêtre d'attaque qui n'existait pas forcément, qui n'était pas forcément si facile d'accès auparavant. Effectivement, les intrusions aujourd'hui existent. Elles sont décuplées peut-être aussi avec la mise à disposition d'outils disponibles sur Internet. Avant, on vivait dans un monde un peu cloisonné. Il y avait très peu d'applications qu'on ouvrait sur Internet. Aujourd'hui, avec le monde nomade, on se doit d'ouvrir des services. Et du coup, bah, forcément, ça ouvre des portes. Tu ouvres une fenêtre par-ci, une fenêtre par-là. Forcément, à un moment donné, il y a peut-être une faille qui va se créer, qui va permettre à un attaquant de rentrer sur une petite faille, de rentrer sur un petit serveur, qui ensuite va lui permettre d'aller à droite à gauche sur le réseau et d'aller récupérer des infos, de déployer des malwares, de déployer des backdoors, etc. Est-ce que du coup, la solution, ça revient à éduquer tout le monde, tout le temps, en permanence, sur des règles de base de sécurité, ou est-ce que côté système, côté design, on va dire, il y a des choses qu'en tant que dev, quelle que soit l'industrie où on est, il y a des choses à faire pour protéger au final tout le monde, une espèce de... je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les vaccins, mais tu vois, le fait que quelques personnes fassent attention, ça protège au final la collectivité. Oui, alors oui, il y a le fameux mot security by design. En fait, c'est un mot qui veut tout dire en fait. C'est-à-dire que si on, si on conçoit la sécurité à la base même des produits, des systèmes et des réseaux, en fait, enfin, pour aller vraiment dans l'extrême, on pourrait dire on n'a plus besoin d'une équipe cybersécurité, on n'a plus besoin des RSSI. Parce que, bah voilà, si on a chaque étape, chaque marche d'un escalier, on a mis notre petite couche de cybersécurité, bah forcément, on est très protégé. Et en fait, aujourd'hui, gérer de la cybersécurité, c'est d'aller venir combler des trous dans un mur. Il faut imaginer une maison avec un mur qui est de façade et une entreprise aujourd'hui, c'est un mur de façade avec plein de trous, avec plein de moellons qui ont été piqués. Et l'équipe cybersécurité, en général, elle vient pour essayer de combler ces petits trous pour pas que le mur s'effondre. Et en fait, effectivement, si les équipes opérationnelles, que ce soit dans le but dans le run, appliquer des règles de base de sécurité, par exemple, appliquer du HTTPS dès que c'est possible, ne pas désactiver un firewall Windows quand ça l'embête. C'est des choses en fait tous les jours. Hein. Ne pas créer des comptes tests à tir larigot et puis les oublier pendant 10 ans et puis un hacker va l'utiliser au bout de 3 ans. Voilà, c'est des choses qu'aujourd'hui on ne voit pas forcément. Enfin, moi, chaque fois que je vais dans une PME, je me rends compte des choses. C'est-à-dire qu'on découvre des problèmes de sécurité qui en fait sont surtout des problèmes de conception de
j'ai pas fait ça parce que ça m'embêtait, je voulais aller vite, voilà. Donc il y a un vrai problème là-dessus aujourd'hui en France et notamment. Et c'est dû à quoi ça? Parce que pourtant, ça devrait faire partie des règles de base de formation des développeurs et développeuses, ce genre de. Bah, tu vois, c'est quoi? C'est au final, est-ce que ce serait pas qu'on n'est pas suffisamment attaqué? Tu vois, on dit souvent que tu t'intéresses à ta sauvegarde le jour où ton disque dur a lâché. Et que c'est à partir de ce jour-là, en général, que tu commences à faire des sauvegardes. Est-ce qu'au final, la sécurité, c'est pas la même chose et que du coup, c'était juste qu'on n'est pas suffisamment attaqué pour se mettre ça dans le creux de la tête que personne n'est à l'abri? Il y a un peu de ça. En fait, il y a enfin, c'est pas qu'on n'est pas assez attaqué, c'est on se dit, moi, je vais pas être ciblé par une cyberattaque. Je l'entends à chaque fois, c'est pourquoi moi, je suis trop petit ou voilà, j'intéresse personne. Ça, il faut se l'enlever de la tête parce qu'on parlait tout à l'heure des attaques automatisées. Si vous tombez dans que ce soit petit ou grand, c'est pareil. Et puis après, il y a un deuxième problème, c'est la culture. La culture qui vient notamment de la formation. Il y a des chiffres que j'ai notés l'autre jour. Et je crois qu'il y a une étude où en fait ils ont analysé la formation des ingénieurs en France et puis dans d'autres pays, Russie, Brésil, US, etc. Et plus de la moitié en France ont jugé que leurs compétences acquises pendant la formation étaient inutiles dans leur travail de sécurité. C'est un reflet quand même un peu un problème, c'est qu'en fait, pendant des années, moi j'ai fait mes études. Aujourd'hui, parfois je donne des cours aussi, et je vois souvent en fait encore aujourd'hui d'ailleurs, des formations qui sont délivrées à des futurs ingénieurs sans leur apporter la culture des règles de base de sécurité. On leur apprend à aller vite, on leur apprend à coder vite, à mettre en place des systèmes rapides, notamment sur la partie cloud. La partie cloud, si vous allez en formation sur le cloud, d'abord on vous apprend à construire le cloud et ensuite on vous apprend à le sécuriser. Faudrait faire l'inverse. Faudrait dire d'abord après on vous montre comment y aller. Et c'est un peu comme si celui qui passe son permis, c'est un peu comme si on lui mettait la voiture dans les mains d'abord en lui disant va rouler pendant 6 mois, puis après tu viens passer tes heures de conduite. Bah non, d'abord on lui apprend à conduire calmement et puis après on le laisse conduire. Et il y a un vrai problème pour moi de formation et d'utilisation des règles de base au sein d'IT, au sein des équipes opérationnelles aujourd'hui, parce qu'il y a eu un manque pendant des années dans les formations. Parce que du coup, dans cette notion de sécurité by design, il faudrait en fait approcher la sécurité d'abord avant d'envisager la conception de l'application et des différentes features. Comment tout ça s'articule? C'est de se poser la question à chaque étape d'un projet. La sécurité, ça s'intègre dans la démarche projet, c'est de dire à chaque étape, j'essaie de qu'est-ce que je peux faire pour sécuriser un peu plus. Là, j'ai des données. Est-ce que mes données sont protégées? Est-ce que mes accès à la base sont bien faits? Est-ce que je peux pas faire mieux? Et en fait, c'est cette démarche-là de se poser la question à chaque fois qui est pas forcément faite. Après, qu'on soit pas, c'est normal. Mais aujourd'hui, il y a surtout une question de une culture de pas se poser la question. C'est la sécurité, c'est pas pour moi. Moi, je construis des applications, je construis des réseaux. On verra après. Il y a dans beaucoup d'entreprises, par exemple, quand vous avez des équipes cyber avec des RSSI, c'est la sécurité, c'est pour l'équipe cyber, c'est pour le SOC. Moi, ils feront le nécessaire. Et c'est tout le danger parce qu'en fait, on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est un peu vrai, c'est que la DSI, dans son ensemble, va faire en sorte d'aller vite. Sans fait, on a l'équipe cyber bien rattraper un peu, essayer de rattraper en fait les trous qui ont été créés. Ouais. Alors du coup, parmi les personnes qui nous écoutent, est-ce que si vous voulez, vous pouvez nous partager un peu vos histoires de failles que vous avez laissées béantes et que vous avez découvert peut-être à temps, mais peut-être aussi tardivement. Moi, je vais me permettre d'en raconter une.
Alors, je ne sais pas si je rentre dans ce que tu as décrit, Bruno, mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé à l'époque où je codais encore beaucoup, de me dire, là, il y a un moyen détourné de réussir à accéder à l'information, euh, mais je ne mets pas de sécurité parce qu'il y a peu de chances que quelqu'un arrive à comprendre ou à trouver le truc. Tu vois, je me disais, il y a un chemin un peu alambiqué, mais personne ne va trouver parce que faut enchaîner les trucs, machin. Idée bête, hein, je te l'accorde. Et là où j'ai découvert en fait que c'était bête, c'est que un petit peu de temps après, la boîte dans laquelle je travaillais, la boîte dans laquelle je travaillais, on avait par exemple discussion d'être racheté par un concurrent européen, et du coup, on a eu un audit sécurité qui a été fait. Et pendant 3 jours, du coup, ma plateforme a subi quantité d'attaques. Et j'ai eu un rapport après qui m'a détaillé du coup toutes les failles. Alors, elles peuvent, tu vois, rétrospectivement, je me dis, elles sont pas si béantes que ça. Quand je regarde le niveau de complexité, c'est effectivement pas accessible à tous. En revanche, c'est certes pas, on n'y pense pas forcément en se disant, tiens, c'est que si on enchaîne ça, ça, ça et ça sur tel site, il y a une faille. En revanche, ce que j'ai découvert dans le rapport, c'est que quasiment toutes sont automatisables et que du coup, très certainement, sont déjà automatisées. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des robots qui vont scanner tout ça, qui vont tester l'enchaînement de trucs, qui vont tester les trucs. Et peut-être que dans 99% des cas, ça ne marchera pas, mais le cas où ça marchera, tu auras accès à des trucs après et là, tu peux faire des choses. Donc, tu vois, il y a une espèce de. euh, j'ai réalisé de la bonne façon, je pense, que j'avais laissé des choses ouvertes que j'aurais pas dû. Certaines que j'avais vues, que j'avais anticipées, d'autres pas du tout. Parce que du coup, c'est quelqu'un qui m'a dit attention, j'ai fait un scan, voilà ce que tu as. Alors que j'aurais pu le découvrir de manière un peu moins douce, on va dire. Un peu moins douce, oui, effectivement. Ouais. Bah, enfin, l'exemple que tu donnes est parfait parce qu'en fait, c'est très schématique de ce qui se passe très souvent dans les entreprises. Hein. Moi, souvent, par exemple, je dois expliquer à des équipes opérationnelles des attaques possibles. Parce qu'on me dit, ah, mais là, c'est pas exploitable, ça, personne ne peut en rien faire. Et je dois expliquer pour démontrer, ça m'est déjà arrivé même de faire une démo pour démontrer que c'était possible, que ce que je raconte dans les films. Parce qu'il y a un peu ça aussi, c'est que beaucoup se disent, ah, mais c'est dans les films, ça peut pas nous arriver. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà nous, enfin même les spécialistes de cyber ont du mal à, enfin c'est un peu le jeu du chat et de la souris. On va avoir du mal à tout identifier en amont par rapport aux hackers, parce qu'en général, les hackers ont toujours un temps d'avance. Et alors, quand on est ingénieur, que ce soit en dev, en système, en réseau, ce que tu veux, forcément, on a encore moins cette notion-là, donc on peut pas tout prévoir, on peut pas tout imaginer, donc il faut qu'on se dise tout de suite, je ne suis pas un hacker, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne peux pas juger de ça va pas arriver. Et donc faire le nécessaire pour tout de suite corriger ce qui est à corriger et faire en sorte que ce soit sécurisé de base. Parce que oui, les hackers ont un temps d'avance et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une attaque qui est plutôt dans le cadre d'une attaque ciblée, par exemple, en fait, ce qui va se passer, c'est que les hackers il y a plusieurs méthodes, mais par exemple, il y a une méthode d'entonnoir où en fait, il va récupérer le maximum d'informations et toutes les petites brèches qu'on a laissées par-ci par-là, un nom de serveur, un certificat, etc., un SSH ouvert, etc. En fait, tout ça va remplir un gros lac de données qui va permettre ensuite de cibler et d'aller essayer de taper à tel ou tel endroit. Et en fait, c'est des petites choses anodines qui vont faire orienter le hacker sur là où il faut qu'il aille pour trouver une faille. Est-ce que du coup, tu es en train de dire que potentiellement tous les gens que j'ai reçus sur ce podcast ont laissé traîner des petites graines, des petits cailloux qui pourraient être utilisés par des hackers derrière pour comprendre un truc sur leur environnement? C'est presque pratiquement sûr. Enfin voilà, après on est avec des humains. Voilà, du moment où il y a d'humains, il y a forcément un pourcentage d'erreurs possibles. Au-delà des erreurs, c'est surtout parfois de la chance ou manque d'outils, etc. Donc forcément, c'est possible que c'est presque sûr que ça a été fait.
Après, à des degrés différents, c'est toujours pareil, mais si on peut, en fait, il faut essayer de le faire, de l'appliquer à chaque fois, chaque décision. Est-ce que je fais le nécessaire pour sécuriser là, ou pas? Ouais. Alors du coup, donc tu nous dis qu'il y a il y a des règles de base de conception à appliquer, donc dans cette notion de security by design. Mmh. C'est quoi pour toi la règle de base, qui pour toi est vraiment un truc de base, mais qui n'est jamais, ou en tout cas dans 90% des cas, qui n'est jamais euh, implémenté? Alors, je sais pas si on peut considérer une règle de base, mais en tout cas, il y a un sujet qu'aujourd'hui, je constate à chaque fois, que je vais dans une entreprise différente et cetera. Et c'est le cas de partout. C'est vraiment et c'est ce qui met le plus à mal les sociétés quand ça arrive, enfin, quand ils ont une attaque de type ransomware typiquement, parce que c'est les attaques qui font le plus mal, hein. Quand vous perdez les données, de toutes vos entreprises et que vous pouvez pas les récupérer, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des chiffres là qui nous montrent qu'il y a 30 ou 40 des sociétés qui dans l'année qui suit. En fait, Ah ouais, c'est le sujet de la sauvegarde. En fait, c'est un sujet qu'aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai danger sur le sujet et puis il est pas vraiment pris au sérieux dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, on s'occupe de sauvegarder, de copier sur le disque une fois que notre PC a lâché. C'est pareil côté entreprise, combien de fois j'ai vu, des systèmes d'information mal sauvegardés ou sauvegardés mais on teste jamais la sauvegarde. On teste jamais de restaurer. Puis le jour où on en a besoin, ah mince, on peut pas restaurer. Et c'est un vrai danger aujourd'hui. Alors c'était peut-être moins le cas il y a 15-20 ans, parce que du coup les attaques étaient un peu différentes. On était surtout sur des attaques pour du vol de données. Alors la sauvegarde va pas forcément nous permettre de lutter contre le vol de données, mais aujourd'hui, face au risque le plus important, qui sont les ransomware, la, enfin voilà, la règle de base adoptée, c'est d'avoir une vraie stratégie de sauvegarde et de faire en sorte que si jamais ça arrive, on soit capable de récupérer les données, on soit capable de redémarrer les systèmes. Et ça, c'est vraiment critique aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui qui n'ont pas forcément les systèmes de sauvegarde parfois, qui sont opérationnels et quand ça arrive, ils perdent toutes les données et certaines font faillite dans l'année. ouais. Hop, j'ai peur. Il y a justement il y a un épisode, l'épisode 66, que je recommande parce que quand tu parles de sauvegarde, on pense effectivement aux sauvegarde des données, mais il n'y a pas que ça en fait comme sauvegarde. Il y a aussi le fait de sauvegarder toute son infrastructure en tant que telle. Et l'épisode 66 donc, que j'allais recommander avec Olivier. Olivier nous raconte dans cet épisode le jour où un de ses devs a publié par mégarde sur GitHub les clés de leur environnement AWS pardon, de prod, et que du coup, dans les 2 minutes qui ont suivi, ils ont été locked out de leur environnement. Tous leurs serveurs ont été effacés, des serveurs ont été mis en place pour a priori miner du Bitcoin, mais que du coup, en 2 minutes, ils ont perdu toute leur infra. C'est-à-dire que tout a été perdu. Et grâce à tout un plan de reprise d'activité, le fait de pouvoir remonter leur environnement tel qu'il était, c'est-à-dire qu'au-delà même des données, c'est-à-dire que quand tu sauvegardes ta base, c'est pas mal, mais si tu as 22 microservices à devoir recréer, parce que tu n'as plus un plan qui existe, tu n'as plus tes Dockerfiles, tu n'as plus tous tes fichiers de config qui existent, tu es quand même autant dans la palade que si tu n'avais plus tes données au final. Tout à fait, effectivement. Alors, on va dire que la base, déjà, c'est les données, parce que moi, c'est le strict minimum. Et il faut même pas se dire qu'on va sauvegarder que les données. Effectivement, il faut sauvegarder. En fait, il faut être capable de avoir les données et avoir le système qui te permette de redémarrer effectivement. Et autre chose, c'est que aujourd'hui, on est en 2022. Voilà, c'est un constat partagé par tous les experts cyber, notamment par Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est aujourd'hui, on n'est plus à se dire ça va pas m'arriver, comment je fais pour me protéger, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. On est à se dire comment je fais le jour où ça arrive.
Guillaume Poupard, par exemple, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière, il avait parlé aux assises du plan de réaction, les plans de gestion de crise, qui n'existent pas aujourd'hui dans plein d'entreprises. Hein. Je pense que dans 99% des entreprises, ils n'ont pas forcément un plan de gestion de crise, mettre en place et notamment tester, piloter pour que le jour où ça arrive, en fait, parce qu'on estime que forcément ça va nous arriver un jour. Enfin, pas forcément, mais il y a très forte chance que ça nous arrive un jour. Et donc, il faut être prêt. Il y a un autre danger aussi, tu parlais de la AWS par exemple, c'est le cloud. Dans les années qu'on vient de passer, on avait vu le cloud exploser et très souvent on se disait le cloud c'est Microsoft qui gère, c'est AWS qui gère, c'est Google qui gère, c'est OVH qui gère. Je rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, OVH a brûlé et des entreprises ont réalisé que ils n'avaient pas de sauvegarde. Si vous lisez les conditions d'utilisation de Microsoft, de AWS, de Google, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables. Alors, on peut dire oui, ils ont des mécanismes un peu mieux qu'OVH, etc. Mais ils ne sont pas responsables de la sauvegarde de vos données. Donc, c'est pas parce que vous êtes chez AWS, chez Microsoft, chez Google, qui vous voulez, que par défaut, vous allez avoir des sauvegardes, que vous allez avoir un plan de reprise. Il faut l'étudier, il faut le mettre en place. Des fois, c'est assez simple. Il suffit de prévoir, soit de répliquer d'un cloud à un autre. Il faut juste le prévoir et peut-être parfois accepter le risque. Moi, j'ai des entreprises qui se disent moi, je veux sauvegarder les données. Par contre, avoir l'infra nécessaire pour redémarrer avec les services, je ne peux pas me le permettre à l'instant T. Je l'accepte le risque, mais je le prévois dans un plan pour dans 2-3 ans d'avoir le nécessaire. Et on sait que pendant ces 2-3 ans, au moins ils auront les données et que si ça arrive, on trouvera une solution pour les redémarrer, mais au moins les données. Mais ce que je veux dire, c'est surtout faites attention, notamment au cloud. C'est pas une solution magique. Encore moins dans la situation actuelle de géopolitique actuelle. C'est une question aussi qui doit être posée. C'est où est-ce que je mets mes données, dans quel cloud. Voilà, faites attention, le cloud c'est pas magique. Ouais. Ce qui est particulier, tu vois, dans cette approche de se dire, on n'est pas sûr que ça va arriver, mais c'est de fortes chances que ça arrive, et du coup, on se prépare en fait à relancer l'activité si jamais ça se présente. Est-ce que c'est pas au final un aveu d'échec de se dire en fait, quoi qu'on fasse, on se fera quand même avoir un moment. T'as que le ransomware, on n'est vraiment pas à l'abri que ça nous arrête tout dessus, quoi qu'on fasse. Tu vois, est-ce que c'est pas une façon de dire en fait qu'il n'y a rien à faire? Et s'il y a vraiment rien à faire, au final, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de faire des choses pour s'en prémunir, qu'il faut pas du coup juste se préparer à réagir? Alors non, il faut se préparer. Enfin, en fait, il faut combler un peu les trous dans notre mur, mais il faut aussi se préparer à le reconstruire. Donc, il faut avoir la bétonnière dans le fond du jardin et les sacs de ciment, etc. Mais il faut pas ne rien faire. C'est pas un aveu d'échec parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, on est dans un monde où on joue au jeu du chat et de la souris, où on peut dire que les hackers ont forcément un temps d'avance et surtout, s'ils ont du temps, s'ils ont le temps, ils peuvent y arriver. Et du coup, c'est la déterminante de est-ce qu'on va être attaqué ou pas, va être notamment le temps. En fait, un hacker va abandonner au bout de X temps qui va passer sur ton infra. Si c'est par exemple une attaque ciblée ou si ça demande un peu des actions, déjà, il faut faire le nécessaire pour que toutes les attaques automatisées ne rentrent pas dans ton SI. Donc, voilà, protection de base, antivirus, désactivation des protocoles obsolètes, etc. Donc, tout ça, déjà, il soit fait pour que tout ce qui est attaque automatisée ne puisse pas rentrer chez toi. Et ensuite, on va mettre en place des petites mesures par petites mesures. C'est pas juste je pose un gros boîtier et puis je regarde ce qui se passe et j'ai ma sauvegarde qui est prête. Non, en fait, c'est surtout des ensemble de petites mesures, des briques par briques qu'on va mettre les unes sur les autres pour en fait ralentir l'attaquant. Et en fait, plus on va le ralentir, plus il va s'épuiser à vouloir défoncer le mur. C'est un peu l'histoire des 3 petits cochons. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire que forcément, si il arrive dans une maison en paille, forcément, il va rentrer très vite.
le jour où il arrive devant une maison bien conçue en briques, il n'arrive pas à la faire tomber. C'est un peu préparé, c'est-à-dire qu'on va le fatiguer de façon à ce qu'il s'épuise et passe à autre chose. Mais toutes les boîtes n'ont pas la chance d'avoir un RSSI ou un DSSI. Alors, souvent, ça peut être les devs en fait, qui se retrouvent à porter un peu cette, cette responsabilité. Les devs qui ont déjà beaucoup de sujets à traiter avec s'assurer que les features sont shippées en temps et en heure, qu'il n'y a pas de bug, qu'on arrive à avancer sur les différents sujets. Toi, tu dis de mettre plein de petites actions pour éviter les attaques automatiques. Mais question bête, en fait, comment je fais pour savoir quelles sont les attaques automatiques classiques récurrentes? Parce qu'au final, il y a déjà beaucoup de sujets en tant que dev à traiter. Tu vois, il y a une espèce de charge mentale déjà assez importante. Comment je fais pour gérer et savoir aussi du coup ce que je dois protéger, ce que je dois boucher, ce que je dois faire au final? Alors, c'est un peu compliqué à répondre de manière exacte parce qu'en fait, ça va dépendre des organisations, ça va dépendre de taille d'entreprise, si par exemple il y a un administrateur système ou pas. Moi, mon conseil déjà, c'est de se dire, je me fais tester. Ça fait très Covid ce que je dis, mais en fait, c'est de se dire, il y a un vrai tabou en France, notamment sur le sujet sur les pentests, parce que on a peur, les hackers, les testeurs, c'est les geeks au fond de la cave qui vont venir regarder, et notamment des fois chez les RSSI qui veulent pas forcément démontrer leurs faiblesses. Se faire tester, c'est pas forcément se montrer les faiblesses, c'est même pas du tout se montrer les faiblesses, c'est je suis conscient de l'état des risques, je suis conscient de l'état des menaces, je veux un rapport sur qu'est-ce qui est faisable chez moi ou pas. Après qu'on déclenche les mesures nécessaires ou pas, c'est différent. Mais déjà, de faire venir une petite entreprise, alors aujourd'hui, il y a une multitude d'entreprises qui font ce genre de tests. Certaines sont labellisées, non. Mais aujourd'hui, faire un pen test sur une PME, ça va pas coûter très cher. Sur un test de base, allez, je vais donner un chiffre d'ordre de grandeur, mais ça va tourner entre 3 000 à 4 000 euros, voire jusqu'à 10 000 euros pour un petit test. Mais qui permet déjà de mettre en lumière les grosses suites, c'est d'avoir soit effectivement quelqu'un qui a un peu la fibre, qui permet de sensibiliser les collaborateurs et surtout de faire en sorte que les règles de base soient mises. Je parle par exemple pour la sauvegarde. Effectivement, il faut avoir quelqu'un en interne qui soit le gérant de la sauvegarde, ou alors le déléguer à une société de service qui s'en occupe et qui va du coup prendre la responsabilité de cette action-là. Sur les pentests, tu recommandes de passer par une entreprise spécialisée qui va te faire, comme ce que moi j'ai connu, qui te fait un pentest global de tout ton infra, tout ton système, ou de passer par du bug bounty, qui est quelque chose, j'imagine, peut-être pas forcément plus chirurgical, mais de plus sporadique et de plus étalé dans le temps? Alors, je suis un grand fan du bug bounty, hein. C'est vrai que je suis par exemple le sujet de connaissez ça aux US et que ça faisait longtemps que ça devait arriver en France. Ça arrive en France, mais par la petite porte un peu, parce que le cadre légal n'est pas forcément le même qu'aux US. Mais sur des petites sociétés, alors le bug bounty c'est très bien, mais sur des petites sociétés, si vous avez jamais... Moi je recommande plutôt un test de pénétration de type petite société, enfin une société spécialisée qui va le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas cibler les mêmes choses. Bug bounty, ça va être notamment, je fais des scans, je trouve des failles sur un site web, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que par un humain qui se déplace, qui vient dans les bureaux, déjà, il se rend compte des failles de sécurité physique, il se rend compte des failles de sécurité du Wi-Fi, de connexion au réseau, de vol de données, de plein de choses en fait. Et du coup, on a un rapport beaucoup plus complet, très humain en fait, plutôt que machine. Effet de test, je pense que c'est plus important de faire ça. Ok. Tu nous as dit plusieurs fois, dans les chiffres que tu nous as donnés, tu nous parles à chaque fois de manière précise de la France. Est-ce que cette notion de sécurité,
c'est particulier en France vis-à-vis de l'Europe et du reste du monde? Est-ce qu'on est mieux protégé? Est-ce qu'on est moins bien protégé? Est-ce qu'on est plus attaqué, moins attaqué? Tu vois, est-ce qu'il y a une exception française à la sécurité informatique? Non, je dirais pas ça. Alors, quand je dis France, effectivement, c'est voilà qui me touche plus personnellement, mais je dirais que toute l'Union européenne est un peu dans le même état, avec des différences de niveau en fonction des pays. On n'a pas forcément la même culture d'un pays à un autre, pas les mêmes services ouverts. Si on prend un pays, je vais parler du Portugal parce que c'est mon pays d'origine, sur certains sujets, il y a moins d'entreprises numérisées, même s'ils sont très numérisés sur la partie fiscale, tout ça. Les entreprises là-bas sont beaucoup moins numériques, utilisent beaucoup moins les outils numériques en tout cas, et du coup on a moins le danger. En France, c'est pas le cas. En France, aujourd'hui, on a plein de choses comme ça qui font qu'on met en place beaucoup d'outils numériques pour répondre à des demandes précises du métier. Et la culture derrière est pas forcément au rendez-vous pour sécuriser tout ça. Et aussi, faut le dire, hein, on est un pays avec l'Allemagne très ciblé par nos données, par nos entreprises. Dans le contexte géopolitique, si un pays voulait mettre à mal la France, par exemple, je suis pas sûr qu'il s'attaquerait aux institutions. Typiquement, il pourrait s'attaquer à toutes les petites entreprises. Imaginez des centaines et des milliers d'entreprises qui rentrent en été cryptoloquées. Ça peut faire des gros dégâts dans un pays. Ouais, carrément. Et alors, du coup, est-ce que toi, tu nous dis que donc, au Portugal, par exemple, il y a moins de choses informatisées que ce qu'on peut avoir en France. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, on pourrait se dire qu'il y a une culture qui est plus importante, donc on est mieux protégé, mais au final, clairement non. En fait, c'est juste qu'on a augmenté notre surface d'attaque en France. C'est quoi l'avenir là-dessus pour la France? L'avenir, c'est toujours compliqué à prédire. J'aime pas forcément prédire l'avenir, mais je pense qu'on a un train de retard déjà à rattraper en termes de formation, de culture, de la sécurité du système d'information. Du security by design aujourd'hui, quand on va dans des événements, il y a des grands mots qui sont mis en avant sur la sécurité, mais je pense que aujourd'hui on a un vrai train de retard sur la formation et du devoir. Alors il y a l'ANSSI notamment qui propose aujourd'hui des MOOC pour se former au métier de la cybersécurité, des choses comme ça. Pour moi, c'est pas encore assez. Je m'adresse à tous les dirigeants d'entreprise et tous les DSI, envoyez vos équipes en formation, faites former au sujet, c'est vraiment important. On ne devient pas expert du jour au lendemain. Le but, c'est pas forcément de devenir expert, mais au moins avoir les bases et les compétences nécessaires pour construire des bonnes fondations pour le SI. Mais sur ces aspects de formation, est-ce que tu as des formations uniquement du coup pour une population de développeurs qui va du coup justement créer des services et donc peut-être augmenter la surface d'attaque, ou il faut vraiment que ça touche tous les collaborateurs, mais du coup sur des sujets, j'imagine, plus spécifiques pour chacun? Je suis ta question, excuse-moi. Quand tu parles du fait qu'il faut former les gens dans l'entreprise sur ces notions de sécurité, est-ce que pour toi, il faut former dans un premier temps les développeurs, qui sont du coup ceux qui vont créer les applications, des services, qui vont mettre à disposition du monde des portes plus ou moins ouvertes pour des attaques, ou il faut former vraiment l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise en allant du dev jusqu'à l'assistant, parce que tout le monde est concerné par ces sujets-là, mais que du coup, en fonction de ton rôle dans l'entreprise, le niveau de la formation sera adapté, on va dire. Ah oui, complètement. Alors, il faut former tout le monde. La sécurité, c'est quelque chose qui se construit tous ensemble. Et tous ensemble, c'est pas forcément que la DSI, c'est vraiment tout acteur de l'entreprise. Et il faut former à la fois les développeurs, les architectes, les créateurs, enfin, tout métier de la DSI, avec un niveau forcément qui va être plutôt technique, qui va être plutôt de bonnes pratiques, etc. Et après, aller former les utilisateurs. On parle de sensibilisation, par exemple, les sensibiliser sur
comment détecter un faux mail, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on clique sur le lien, est-ce qu'on ouvre la pièce jointe, etc. Ça, effectivement, c'est indéniable, il faut le faire. Alors, je me permets de raconter encore une petite histoire, mais parce que j'aime bien mes petites histoires. Euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'en fait, il faut former tout le monde à cette question de qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit un mail étrange. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été contacté par une entreprise pour faire un audit en interne chez Cosa Vostra, l'agence où je travaille. On est environ une centaine de personnes. On est donc une agence digitale. Donc, on a des équipes de dev, on a des équipes du UX, du UI, des équipes de planning strat, des équipes plutôt orientées social media. Mais du coup, on est une équipe très jeune. Il y a une moyenne d'âge qui est aux alentours aux alentours de 28 ans, on va dire. Plutôt des gens très tech savvy, parce qu'on est du coup que des gens qui travaillent sur Internet au quotidien. On a été formés dans ces mondes-là. La population étrangère plutôt jeune, du coup plutôt qui baigne dedans. Et donc, l'entreprise me contacte et me propose de faire un audit de notre capacité de réponse à des mails de phishing. Donc j'étais assez confiant, tu vois. Je me dis, on est quand même une agence digitale, on est des gens expérimentés, on va pas se faire avoir. Donc on me dit, on t'offre l'audit et on verra après ce qu'on fait. Et donc on a envoyé un mail de phishing qui émanait d'un soi-disant Google et soi-disant Slack pour récupérer les mots de passe. Alors toi, du coup, qui est dans ces sujets-là, d'après toi, combien de personnes chez Cosa Vostra ont cliqué sur le mail et donné leur mot de passe à cette page qui était vraiment une intégration correcte, mais quand même dégueulasse, de la page d'identification de Google et de Slack? Alors, je pourrais te donner un gros pourcentage, mais vu que c'est effectivement, même si c'est une population très high-tech, très jeune, je pense que tu dois être au moins dans les 20-30%. Exactement, pile poil. On était à 25%, donc on était vraiment pile poil sur le truc. Et effectivement, 25%, donc une personne sur quatre. Et on parle pourtant de population tech, c'est-à-dire que même des devs chez Cosa Vostra se sont fait avoir à ce truc-là et quasiment à tous les niveaux hiérarchiques aussi. Tu vois, il y en a pas qui s'en sortent mieux que d'autres. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est un sujet dans lequel tout le monde doit être formé régulièrement des rappels. Et je trouve ça assez fou en fait de se dire que la cybersécurité c'est devenu un sujet quand même prédominant, c'est-à-dire qu'il y a un risque fort quand même à se faire avoir. Il y en a partout. Tu as des données qui sont quand même hyper sensibles, hyper critiques, donc c'est quand même ça coûte cher pour les boîtes. Et malgré tout, pour moi, c'est même pas que le niveau de formation est pas au niveau, c'est que le simple niveau de connaissance au global des gens est quand même encore très très bas, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, que ce soit une population tech ou pas, le niveau de connaissance du sujet et puis assez bas sur le sujet. Et puis sur les populations un peu tech et jeunes, d'ailleurs, voilà, la nouvelle génération qui va arriver, si on fait pas le nécessaire d'un point de vue formation, ça va être très dangereux parce qu'on va arriver dans une génération qui est très connectée, qui partage. Et du coup, si on casse pas un peu leurs habitudes dans les formations qui vont être proposées aujourd'hui, ça peut devenir très dangereux demain. Et on a aussi, notamment dans les populations un peu tech, c'est l'abus de confiance. Je suis je suis ingénieur IT, et voilà, ça peut pas m'arriver, ça m'arrivera jamais à moi parce que je suis quelqu'un d'IT. Et puis il clique, il ouvre une pièce jointe en se disant bon, il s'est rien passé. Puis en fait, ça déclenchait un processus en arrière-plan sur son PC. Il s'est pas rendu compte. Et puis voilà. Et c'est déjà arrivé, ça arrive plein de fois, notamment par exemple sur des entreprises avec des administrateurs système ou des développeurs, hein, c'est pareil, mais je prends le cas d'administrateurs système et réseau qui est plus parlant sur le sujet, mais les administrateurs qui ont les droits administrateurs sur leur machine disent bon, ouais, moi il faut que je travaille, il me faut les droits de mine. Ouais, c'est le premier vecteur de contamination. S'il exécute la moindre chose sur sa machine, elle va pouvoir se propager tout de suite, parce que du coup, il sera administrateur. Le même virus sur un poste de la personne de la compta va peut-être pas se propager parce qu'elle aura pas les. Alors que sur le poste d'administrateur, lui, vu qu'il se dit, moi, ça peut jamais m'arriver, ça va arriver encore plus vite. Donc il y a, moi par exemple, je me fais toujours peur. Je me dis toujours,
quand est-ce que ça va m'arriver? Je prends toutes les précautions possibles et pourtant je me dis: «Ça peut m'arriver». Donc voilà, il faut vraiment faire attention, à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même un message d'espoir pour toi? C'est-à-dire que est-ce que de ce que tu vois, que ce soit en France ou en Europe, est-ce qu'on prend le chemin vers une meilleure prise en charge, prise en compte de ces sujets, une meilleure formation des jeunes générations sur ces sujets-là? Oui, oui, il faut toujours garder l'espoir. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites au niveau, européen, au niveau national, notamment avec l'ANSSI. L'ANSSI, qui a été créée, exactement, mais il y a quelques années, aujourd'hui a un poids, assez, moteur, sur le sujet de la cybersécurité en France parce qu'ils proposent des guides. D'ailleurs, voilà, j'invite tous que ce soit développeurs, architectes, ingénieurs, à aller sur le site de l'ANSSI. Ils proposent de plus en plus de guides, même guide qui vous convient à vous pour telle ou telle application. Il y en aura peut-être demain. Et ces guides sont très bien faits, je trouve, parce qu'en fait, ils donnent des bonnes pratiques de configuration, des bonnes pratiques parfois de développement, qui sont très bien expliquées. Et en fait, déjà ça permet d'amener une meilleure notion de cybersécurité, une meilleure appliquée. Et je pense que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que ce qui est fait là par l'ANSSI, ça va encore s'accroître, ça va se développer. Il y a peut-être des choses qui vont être faites au niveau européen aussi. Donc j'ai bon espoir. Après, voilà, faut continuer dans cette lancée-là et y aller encore plus vite. Je pense par contre que l'ANSSI aujourd'hui va plus vite. Elle devrait décupler son action et on n'y met pas forcément les moyens nécessaires. Ok. Alors j'imagine aussi que toi étant en plein dans ces sujets de cybersécurité, j'imagine que tu as on appelle ça une hygiène numérique qui est supérieure à la moyenne. Est-ce que, est-ce que même de ton point de vue, c'est quoi la pratique la pratique de sécurité que tu as, qui est la plus extrême, où tu sais que la méthode que tu appliques, tu sais que c'est beaucoup par rapport à 99,9% de la population. Euh, C'est compliqué à dire. Après, je pense que je suis un grand fan des mots de passe longs comme ça. Ouais. Et qui est quelque chose qui, forcément, les gens ne le font pas forcément. Et du coup, effectivement, je fais en sorte, dans mon hygiène numérique, d'avoir des mots de passe différents à chaque fois, des mots de passe très longs, complexes, et d'activer la double authentification, donc validation par le téléphone, à chaque fois, dès que possible, et d'utiliser un peu des outils de confiance aussi. Ça, par contre, je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais enfin, aujourd'hui, c'est pas fait par tout le monde, mais j'essaie de me dégoogliser, par exemple, et c'est pas facile. C'est pas facile, et du coup, je pense que pour le grand public, Ouais. c'est pas toujours facile. Après, pour revenir sur les mots de passe, j'encourage tout le monde à noter, à mettre des mots de passe différents, quitte à prendre un calepin. Alors, pendant longtemps, on a dit qu'il fallait pas noter les mots de passe. Moi, je fais des papiers et quitte à prendre un petit calepin qu'on se promène avec dans le sac, etc., ou qu'on laisse à la maison de préférence quand même, mais voilà, s'il faut les avoir sur soi, quitte à avoir un calepin, notez-les dans un calepin, mais faites des mots de passe robustes et différents. Prenez par exemple une phrase que vous transformez, 38, 46, etc. Mais vaut mieux les avoir dans un calepin parce qu'en fait, déjà, on est hors ligne. Et du coup, le hacker ne pourra pas les trouver. Le seul danger qu'il y a dans ça, c'est que vous perdiez le calepin sur un trottoir et que vous tombiez sur quelqu'un de malhonnête, que vous avez effectivement, par exemple, noté l'identifiant et le mot de passe dans la même page et que du coup, ils s'en servent pour... voilà. Mais le risque d'un hacker qui vient vous pirater par Internet et du coup contrôler. C'est marrant cette règle de sécurité. C'est marrant de voir comme ça qu'il y a de revenir à des préceptes plus anciens sur la sécurité. Parce que c'est vrai que ça a du sens ce que tu dis. C'est vrai qu'au final, quand tu as le même mot de passe partout, même s'il est stocké dans un password manager,
au final, il est liqué dans tellement de bases de données sur le dark web et même sur le web normal que, en fait, il suffit de le tester après partout et tu te fais avoir. Alors que si tu as un carnet, effectivement, il n'est pas accessible, en fait. Donc, ça reste une super option. Je trouve ça marrant. Je ne vais pas dire que c'est un retour en arrière, mais tu vois, il y a une espèce de... C'est un peu comme en médecine, en fait. Tu vois, tu as une espèce de... Au fur et à mesure que la recherche avance, on revient en arrière sur des choses qu'on a pu enseigner pendant un moment, quoi. Tout à fait. En fait, l'utilisation des outils numériques, c'est bien. Moi, j'utilise aussi un password manager, hein. Mais utiliser un outil, s'il est mal utilisé, ça devient dangereux, en fait. Donc, par exemple, le stockage des mots de passe dans un navigateur, c'est très dangereux. Il y a d'autres sujets. Donc, par exemple, dire à quelqu'un de lambda, stocke tes mots de passe dans le navigateur, c'est dangereux en soi. Je préfère pas. Je préfère lui dire, prends un calepin et note-les sur un calepin. C'est un peu comme la sauvegarde, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, on revient beaucoup sur la sauvegarde hors ligne. Pourquoi ? Parce que en fait, le seul moyen de se protéger d'un virus comme le ransomware, c'est d'avoir des données décorrélées de tout système informatique et de tout système électrique. Parce que vous avez votre sauvegarde. Mais si le serveur de sauvegarde est par exemple dans le domaine Active Directory, donc dans le même domaine que les serveurs, que travail, etc., le CryptoLocker, quand il rentre, en général, il se propage sur tout le domaine. Donc vos sauvegardes sont chiffrées. Si les sauvegardes sont accessibles sur le réseau, en général, s'il n'y a pas de protocole de sécurité, etc., très renforcé, elles vont être chiffrées et du coup, là, vous avez perdu vos systèmes de prod et vos systèmes de backup. Effectivement, on revient un peu, certains diront à l'âge de pierre, mais c'est le seul vrai parachute possible. On dit, il faut ceinture bretelle. Moi, j'ai l'habitude de dire, ceinture bretelle et parachute pour se protéger. Et donc, le parachute, effectivement, par exemple, c'est une sauvegarde en ligne qui peut être fait, par exemple, par des bandes. Alors, le mot peut choquer certains, mais effectivement, on revient dans beaucoup d'organisations à la bande parce que ça reste le seul mécanisme protecteur face au vraiment dernier recours, quoi. Ouais. Le grand retour de BASF dans le monde de la sauvegarde. Dernière question du coup, est-ce que tu peux nous dire combien de caractères il y a dans le mot de passe de ton téléphone ? Non, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Même ça, c'est sécurisé. Top. Merci beaucoup, Bruno, pour cet échange et cette discussion riche. Donc, je rappelle qu'on pourra te retrouver du coup sur le salon Ready for IT qui aura lieu en mai. Il y aura tous les liens en description de cet épisode si vous souhaitez y participer, bien évidemment. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question traditionnelle du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Tabulation. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toi, merci à tous. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, mettez-vous à la sécurité. Je pense qu'on le sait tous, ce qui en ressort bien évidemment de toute cette discussion avec Bruno, je pense que c'est il faut se faire tester, comme le Covid, comme les MST, comme les IST. Voilà, pensez à vous faire tester régulièrement. Ça s'applique à un message de prévention globale pour le coup, effectivement votre santé personnelle, mais aussi votre hygiène numérique, effectivement, comme on vient de le dire. Donc, faites tester vos applications sur tous les tests de pénétration pour s'assurer que les choses sont fiables. Mettez-vous peut-être aussi au défi, peut-être, je sais pas, une journée par mois ou peut-être 4 jours par an. Au moins, vous dire, tiens, aujourd'hui, on va se consacrer la journée à comment est-ce qu'on fait pour détourner notre application et récupérer des données. C'est un moyen de trouver aussi des trucs et de se donner des bonnes idées pour améliorer la sécurité de son système. C'est effectivement important. Personne n'est à l'abri. On peut tous se faire avoir et la probabilité qu'on se fasse tous avoir un jour est quand même assez importante. Je vous remercie beaucoup de continuer à partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io.
Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.